Bienvenue sur Charlie Don't Surf. Charlie est de retour et aujourd'hui on s'attelle à décortiquer un des plus grands films de l'histoire du cinéma, rien que ça. On va évoquer un film colossal et complètement fou sorti en 1979, le pharaonique Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Reconnu quasi unanimement par la critique et les cinéphiles comme une des plus grandes œuvres cinématographiques jamais réalisées, Apocalypse Now a été sélectionné par le National Film Registry et intégré à la prestigieuse bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Mais pour certains en revanche, ce film ne constitue qu'un délire abscon pour une poignée d'ayatollahs du 7e art qui aiment à penser qu'ils sont les seuls à pouvoir le comprendre. Près de 45 ans après sa sortie, on peut se poser une question double. Que vaut vraiment Apocalypse Now ? Et que doit-on voir et comprendre à travers cette œuvre ? Apocalypse Now est l'adaptation libre du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, publié en 1899. C'est Orson Welles qui tentera le premier de l'adapter en 1939, mais aucun studio ne souhaite suivre. Au début des années 70, John Milius écrit un scénario où il transpose l'action au Vietnam, tandis que dans le roman, elle est située en Afrique subsaharienne. L'histoire est assez simple. En pleine guerre du Vietnam, les services secrets de l'armée américaine confient une mission top secret au capitaine Willard, interprété par Martin Sheen. Celui-ci doit remonter la rivière Nung jusqu'à la frontière cambodgienne pour exécuter le colonel Kurtz, interprété par Marlon Brando. Un brillant officier des forces américaines dont les méthodes sont qualifiées de malsaines. Depuis le cœur de la jungle, Kurtz serait passé à la tête d'un groupe de Mnong fanatisés, avec lesquels il dirige des opérations d'une sauvagerie absolue contre l'ennemi, le tout dans une absence de contrôle totale. Embarqué à bord d'un patrouilleur qui remonte lentement la rivière Nung, Willard décortique le dossier du colonel Kurtz, où il découvre un homme hors du commun, au parcours et au tempérament exceptionnel. Sillonnant le Vietnam en guerre, Willard et l'équipage qui l'accueille vont vivre des aventures qui constituent autant d'étapes incontournables avant d'arriver à Kurtz. Au départ, c'est George Lucas qui est pressenti pour la réalisation. Mais les studios sont très frileux à l'idée de développer un film qui évoque une guerre très impopulaire aux États-Unis. Alors, Lucas se penche plutôt sur l'écriture de Star Wars, tandis que Coppola est affairé sur les 2 premiers volets du Parrain. Ce n'est qu'en 1975 que Francis Ford Coppola s'attelle à Apocalypse Now. Il réécrit le scénario avec John Milius, ce qui aboutira à un manuscrit de plus de 1000 pages. En 1969, Coppola et Lucas avaient créé American Zoetrope, une société de production qui avait pour mission de soutenir le cinéma indépendant à Hollywood. Celle-ci ne peut financer le projet qu'à hauteur de 16 millions de dollars. Aussi, Coppola n'hésite pas à hypothéquer sa propre fortune, acquise grâce au succès du Parrain, pour parer à tout dépassement de budget. À ce stade, tout semble parti sous les meilleurs auspices. La production du film est sur le point de commencer, et dans l'ensemble, tout le monde est serein. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'avant d'être à l'image, l'apocalypse va en premier lieu concerner le tournage. La famille Coppola embarque pour les Philippines le 1er mars 1976, où le tournage est censé durer 5 mois. Le réalisateur tente de confier le rôle de Willard à une pléiade d'acteurs prestigieux, parmi lesquels James Caan, Jack Nicholson, Steve McQueen, Al Pacino, Dustin Hoffman et même Robert De Niro. Finalement, c'est Harvey Keitel qui est engagé. Mais au bout de 2 semaines de tournage, insatisfait du travail de l'acteur, Coppola le remercie et le remplace au pied levé par Martin Sheen. Le rôle du colonel Kurtz est confié à Marlon Brando, celui du colonel Kilgore à Robert Duvall, et celui du journaliste photographe dévolu corps et âme à Kurtz à Dennis Hopper. C'est déjà très solide, mais n'oublions pas les nombreux seconds rôles qui jalonnent le métrage. Harrison Ford dans le rôle d'un colonel des services secrets, le jeune Lawrence Fishburne, 14 ans au moment du tournage, pour le rôle du canonnier sur le patrouilleur, mais aussi en vrac Scott Glenn, Frederick Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, etc. Le tournage est extrêmement difficile, et c'est un euphémisme. Le qualificatif exact
serait plutôt infernal. Il était censé durer quelques semaines, mais s'étalera finalement sur plus d'un an, entre mars 76 et mai 77, avec un budget qui explose les prévisions, en passant de 13 à plus de 30 millions de dollars. Quelques anecdotes pour témoigner de cet enfer. Tout d'abord, les hélicoptères prêtés par l'armée des Philippines doivent être peints le matin aux couleurs de ceux de l'armée américaine, puis repeints le soir dans leur couleur originale. Le 5 mars 1976, Martin Sheen fait un infarctus et sera en incapacité de tourner pendant plusieurs semaines. Coppola tuera le temps en faisant venir des États-Unis le frère de Martin pour tourner des plans éloignés où on ne voit pas son visage. Le 26 mai 1976, le typhon Olga s'abat sur la région et pulvérise des décors extrêmement coûteux, bloquant le tournage pendant 6 semaines. Coppola errera, caméra au point, pour faire des plans supplémentaires, visibles notamment dans la version Redux sortie en 2001. Dennis Hopper, constamment sous l'effet de différentes substances, est absolument ingérable sur le plateau. De son côté, Sam Bottoms plane vraiment sous acide pendant les prises. Marlon Brando arrive enfin et apparaît avec une surcharge pondérale conséquente qui ne colle pas du tout avec le personnage de Kurtz imaginé dans le scénario, obligeant Coppola à réécrire une fin en catastrophe. Enfin, le réalisateur sombrera dans un état psychologique de plus en plus inquiétant au fur et à mesure de l'avancée du projet, paraissant de plus en plus mégalomane et paranoïaque. Sa consommation de marijuana est affolante et il aura perdu près de 40 kilos à la fin du tournage. Un excellent documentaire intitulé Hearts of Darkness verra le jour en 1991. Il a été réalisé sur la base des films amateurs faits par la famille Coppola et permet de bien se rendre compte de la folie totale qui nimbe toute cette aventure. Entrons à présent dans l'analyse de cette œuvre foisonnante. Attention, spoiler, si vous n'avez pas vu le film, foncez le voir et revenez ici après. Apocalypse Now a pour cadre le Vietnam en guerre, et beaucoup de gens s'imaginent qu'il s'agit d'un film de guerre traditionnel. Or, il n'en est rien. Ce film est davantage une quête initiatique et métaphysique d'un homme brisé à travers un univers halluciné. La thématique maîtresse de ce film tient en 2 mots, la folie. Le film constitue une plongée psychédélique dans les limbes de la folie des hommes, depuis les versions les plus légères, prêtant à sourire, jusqu'aux formes les plus profondes et malsaines. Dans ce film, ce n'est pas compliqué, la folie est partout. Dès la scène d'introduction, où un monstrueux flot de napalm embrase la forêt vietnamienne, tandis que The End des Doors émerge du néant, tout est déjà parfaitement clair. Homo sapiens est totalement fou. On en est d'emblée persuadé. Cette scène assène le constat de manière brutale, limpide, définitive et indiscutable. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our love. On découvre ensuite le capitaine Willard dans une chambre d'hôtel moite et décrépite de Saïgon, et on comprend très vite que lui aussi est fou. Homme broyé, Willard résume parfaitement la situation en se disant pour lui-même qu'il priait pour fuir la guerre quand il errait au cœur de la jungle, mais que maintenant qu'il errait sans but dans cette chambre miteuse, il donnerait n'importe quoi pour pouvoir y retourner. En quelque sorte, Willard n'est plus humain. Il a été perverti au plus profond de son être par cette guerre, par les injonctions de sa hiérarchie pour la mener à bien. Pour la petite histoire, Martin Sheen était en plein divorce à cette époque, et Coppola l'a poussé dans ses retranchements en lui ressassant l'échec que constituait sa propre vie. L'acteur finira notamment par s'ouvrir profondément la main en brisant un miroir à l'écran, ce qui n'était pas prévu à la base dans le script. 2 hommes viennent ensuite chercher le capitaine Willard et le conduisent auprès d'un groupe d'officiers des services secrets de l'armée. Cette scène est également très particulière, comme surréaliste. Willard est dans un état second car fortement alcoolisé, mais en même temps, il ne paraît pas forcément être la personne la moins équilibrée dans la pièce.
Les officiers, attablés devant un repas fastueux, enjoignent Willard de se charger d'une mission top secret, assassiner un colonel de l'armée américaine dont les méthodes sont qualifiées de malsaines. En réfléchissant un peu, la mission est déjà une absurdité absolue. Décréter que les méthodes de Kurtz sont malsaines d'un côté et approuver les largages de napalm sur la forêt et les populations locales de l'autre n'a pas le moindre sens. Willard en est parfaitement conscient, mais sa propre folie, c'est-à-dire son besoin irrépressible qu'on lui confie une mission, prend le dessus. Vient ensuite l'écoute d'un enregistrement de la voix hypnotique de Kurtz qui met tout le monde mal à l'aise, le spectateur en premier lieu, et qui renforce le côté irréel de cette mission. Sur le patrouilleur, les membres de l'équipage sont liés à la folie d'une manière ou d'une autre. Chef, bien trop fébrile, est l'archétype du gars qui devient dingue, car absolument incapable d'encaisser la guerre. Lance, star du surf dans le civil, passe son temps à se défoncer comme si les paradis artificiels étaient la seule évasion possible de cet enfer. Clean, 17 ans, tente de jouer les durs pour se rassurer. Il symbolise l'abjection totale d'envoyer des gamins à l'abattoir dans cette guerre hideuse. Seul Chief, maître de l'embarcation, semble représenter un semblant de rationalité et d'équilibre. Il est l'élément fragile et ténu qui permet d'éviter, par sa simple présence, que la petite équipe ne vole en éclats. À mesure que l'on s'avance dans le film et que le patrouilleur et Willard se rapprochent de Kurtz, les formes de folie sont de plus en plus sombres et inquiétantes. La scène où Coppola fait un caméo en interprétant un journaliste qui filme en implorant frénétiquement les Marines de ne pas regarder vers la caméra pour faire croire qu'ils sont vraiment sur une scène de guerre. Folie journalistique. La scène où Chef se fait charger brutalement par un tigre dans la jungle, puis pète littéralement les plombs après y avoir échappé de justesse. Folie nerveuse. La scène du contrôle du sampan qui vire au massacre parce qu'une jeune Vietnamienne cache un chiot dans un tonneau. Folie de la guerre. La scène de la soirée avec les playmates qui vire soudainement au cauchemar quand les Marines pètent les plombs et dévastent tout. Folie liée à l'alcool et l'excitation sexuelle. La scène de la plantation française dans la version Redux qui se solde par une engueulade musclée lors d'un repas de famille. Folie colonialiste. La scène apocalyptique au pont de Do Lang où les combats font rage dans un chaos total et sans le moindre contrôle. Folie meurtrière. Et enfin, la scène de dévotion messianique du photographe fou, interprété par Dennis Hopper, et de la communauté Mnang à Kurtz. Folie mystique et sacrificielle. Dans ce film, pour renforcer l'immersion et le malaise, Coppola plonge cette folie permanente dans un univers onirique et psychédélique, où on ne sait plus très bien si ce qu'on voit à l'écran est réel ou imaginaire. Et ça a pour effet pervers de jouer avec notre propre rationalité. Apocalypse Now n'est pas une simple vision sur la folie. Apocalypse Now est une expérience immersive de la folie. Le lieutenant-colonel Kilgore, interprété par Robert Duvall, est le commandant de la cavalerie aéroportée. Et lui aussi est dingue, totalement dingue. C'est bien simple, il ne semble s'intéresser qu'à une seule chose, au surf. En découvrant Lance Johnson, il décide de bombarder un spot en amont de la rivière où on lui rapporte que les rouleaux sont fabuleux. Ce mec n'a peur de rien, est doté d'un charisme fou, et on a l'impression que rien ne peut lui arriver. Ça paraît irréel, et dans le même temps, ça paraît plausible, ce qui, dans l'esprit du spectateur, lui fait perdre pied avec la réalité. La scène du bombardement sur le son de la chevauchée des Valkyries de Wagner est un bijou cinématographique qui à lui seul vaut le visionnage du film. Elle associe sur le fond une situation abominable, le massacre d'un village de civils inoffensifs, avec une beauté formelle époustouflante et une bande-son qui est une authentique merveille de la musique classique. Dans le cerveau du spectateur, ce grand écart renforce le malaise qui, là encore, est total. Le colonel Kurtz va se dévoiler très lentement au cours du film. Depuis l'enregistrement de sa voix qu'on entend chez les services secrets, à l'étude de son dossier par Willard sur le patrouilleur, jusqu'à la rencontre réelle avec Kurtz dans le dernier acte, où il n'apparaîtra jamais autrement que dans des jeux d'ombre élaborés. Il y a toujours autour de ce personnage un épais mystère et une inadéquation totale entre son dossier impeccable et les atrocités qu'il commet à présent depuis un ancien temple dans le fond de la jungle.
tout est fait pour que ce personnage apparaisse comme irréel, pour qu'un esprit rationnel ne puisse ne serait-ce qu'admettre son existence. Kurtz est le but ultime de cette aventure. En quelque sorte, il représente la forme de folie la plus absolue. Willard est fasciné par cet homme. Il est notamment fasciné par la liberté totale qu'il lui a fallu pour tout abandonner. En quelque sorte, on peut suggérer que Kurtz est le symbole de la folie qui ronge l'esprit de Willard. Il en est la version la plus pure, le diamant noir qui irradie au cœur de son cerveau malade. Pour survivre à cet enfer, Willard n'a d'autre choix que d'abattre Kurtz, qui semble d'ailleurs implorer qu'il le fasse. Cette exécution a des allures de sacrifice rituel, mis en parallèle notamment avec le sacrifice d'un animal sacré. Kurtz est en quelque sorte abattu sur l'autel de la folie, condition obligatoire pour que les fidèles de Kurtz, qui représentent les ramifications de la folie dans le cerveau de Willard, voient en lui leur nouveau guide et le laissent repartir en paix. La thématique du film est bien d'une richesse folle, mais sur la forme également, Apocalypse Now atteint des sommets inégalés. Rappelons dans un premier temps que ce film a été réalisé avant l'ère du numérique, et que par conséquent, tout ce qu'on voit à l'écran est réel. Le métrage décrochera l'Oscar de la meilleure photographie. Le travail de Vittorio Storaro est absolument prodigieux. Les scènes sur le patrouilleur, celles avec les hélicos, ou même celle du final avec Kurtz, la beauté visuelle de ce film est absolument saisissante. Je ne pense pas avoir déjà vu un film avec une photographie plus réussie. Apocalypse Now remporte aussi l'Oscar du meilleur son. De grands classiques rock, Satisfaction des Rolling Stones, The End des Doors, côtoient Wagner et aussi des parties composées par Francis Ford Coppola et son père Carmine. Ce melting pot confère au film à la fois un ancrage générationnel fort, mais aussi une aura mystique qui contribue à la dimension psychédélique de l'ensemble. Ce psychédélisme est illustré également par des prises de drogue récurrentes. Les membres de l'équipage qui se roulent des joints, Lance Johnson qui gobe des acides, Willard qui s'alcoolise et fume de l'opium avec son hôtesse française dans la version Redux. Visuellement, Coppola joue avec des écrans de fumée en permanence pour renforcer le côté onirique et irréel de l'aventure. Fumigène, brouillard, voilage. Le rythme est lent et les plans serrés sur les personnages sont nombreux, ce qui nécessite toujours des acteurs très solides pour que ce soit crédible. Martin Sheen tient là sans discussion le meilleur rôle de toute sa carrière. C'est bien simple, il crève l'écran. Quant à Brando, qu'on voit finalement très peu, il émane de son personnage une aura fantastique et inquiétante, malgré la piètre condition physique dans laquelle il se trouve au moment de tourner. Apocalypse Now est le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, le film qui le hantera probablement pour toujours. Il suffit de voir les nombreuses versions qui existent. Une version d'abord pour Cannes en 1979, une version légèrement différente de 141 minutes pour les salles, une version Redux sortie en 2001 et qui a été rallongée de 53 minutes par rapport à la version de base. Et enfin une version Final Cut pour les 40 ans du film sortie en 2019. Pour entrer dans ce film, la version initiale de 141 minutes est largement suffisante. La version Redux est pour moi la plus aboutie, et la version Final Cut n'apporte pas grand-chose. J'ai vu Apocalypse Now pour la première fois quand j'avais 15 ans. Je n'ai pas compris grand-chose, mais pourtant, j'ai tout de suite été fasciné. Aujourd'hui, il fait partie de ce tout petit groupe de films, il n'y en a pas beaucoup, que je regarde une fois par an sans aucun problème. Ce film, c'est un ovni psychédélique, d'une force rare, à condition qu'on parvienne à entrer à l'intérieur. C'est un film sombre, baroque et désenchanté, qui ne donne pas spécialement foi en l'humanité. Je conclurai avec un mot sur Francis Ford Coppola. Le réalisateur de 83 ans est en plein tournage de ce qui constituera, à n'en pas douter, le film de sa fin de vie, Megalopolis. Il rêve de faire ce film depuis qu'il a fini Apocalypse Now, il y a près de 45 ans, et des rumeurs évoquent déjà un tournage nimbé de chaos. Pour financer Megalopolis, le réalisateur a choisi de l'autoproduire en hypothéquant sa propre fortune. Si ça, c'est pas rock'n'roll.